David Engels, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la librairie Vincent pour présenter deux de vos ouvrages. Les Français vous connaissent, ceux qui sont attentifs et qui écoutent, disons, la radio depuis un certain temps, vous ont entendu sur France Culture il y a maintenant, c'était peut-être une quinzaine d'années, présenter vos premiers ouvrages. Oui, c'était il y a 11 ans, 2013 je crois. Ouais, c'était donc, comme vous êtes historien de l'Antiquité, et notamment de Rome, vous faisiez déjà un parallèle entre la décadence romaine et l'idée de décadence en général et la situation européenne actuelle. Et aujourd'hui, c'est pour une introduction à Spengler. Alors d'où vient cet intérêt pour ces parallélismes? C'est une bonne question, ça m'a toujours intéressé en fait, déjà en tant qu'enfant, ça m'a perturbé quelque part, les consonances dans l'histoire, quelque part entre la fin de la République romaine, entre l'Empire, qui paraît quand même à beaucoup de niveaux tellement moderne, et le temps présent. Mais ça a été en effet la lecture de Spengler quand j'avais 18 ans, je crois, suite à ma première lecture du Dr Faustus de Thomas Mann, qui m'a propulsé dans Spengler, et c'est ça qui m'a vraiment ouvert l'horizon, si on veut. Des collègues diront peut-être que ça m'a fermé mon horizon, qui sait, sur les parallélismes dans l'histoire. Et comment dire, je suis toujours extrêmement curieux des autres civilisations. J'adore la nôtre, la civilisation européenne, elle est la nôtre, elle est celle qui nous est la plus proche et elle est inscrite dans nos tripes d'une certaine façon. Mais moi j'ai toujours cette curiosité pour la Chine, pour l'Inde, le monde musulman, et la vision de Spengler, c'est-à-dire de les voir non pas en linéaire, mais plutôt en parallèle. Ça m'a toujours assez convaincu comme approche. Ça m'a toujours permis d'avoir une certaine grille de lecture qui est extrêmement pratique et convaincante. Donc ça, c'est, je crois, la première raison pour laquelle Spengler m'a toujours fasciné. Et puis, il y a évidemment le constat du déclin de l'Occident qui, je crois, a toujours assez bien correspondu à ma propre vision, mon propre ressenti de vivre dans une civilisation qui n'était pas à son point culminant ou dans sa phase ascendante, mais qui était clairement sur la pente descendante et qui était très clairement en train de perdre son énergie créatrice. Donc c'est pour ça que Spengler, sur ces points-là, en tout cas, m'a toujours énormément parlé. Et vous présentez également un autre ouvrage, Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe. Oui. Donc c'est programmatique, là, pour le coup. Oui, si on veut, même si, disons que de toute façon, la plupart de mes écrits tournent autour de ce problème civilisationnel. Hein. Vous parliez déjà au début aussi du livre Le Déclin, sorti en 2013. Puis, entre-temps, il y a eu toute une série de livres plutôt sur la politique européenne. Il y a eu cette année aussi le livre Défendre l'Europe civilisationnelle, qui est un peu le binôme, si on veut, de celui-ci. Et en effet, Que faire est un livre que j'ai sorti pour la première fois en 2019, même s'il est plus ancien. Et j'étais très content quand la nouvelle librairie m'a donné donc cette possibilité de pouvoir revoir un peu cette copie, réviser certaines choses qui nécessitaient l'être, l'augmenter à certains niveaux, aussi pour l'adapter à des traductions qui avaient déjà paru, et évidemment le doter d'une nouvelle postface. Et on peut dire que, alors qu'ici, dans le livre sur Spengler, publié par l'Institut Iliade d'ailleurs, autant ce livre-là livre le constat civilisationnel, autant ici on est vraiment dans le registre purement individualiste. C'est-à-dire, voilà, on a cette tragédie qu'est le déclin de l'Occident, on a la catastrophe qu'est la situation politique actuelle, dont je parle dans défendre l'Europe civilisationnelle, mais nous, en tant qu'individus, on va ni résoudre l'un ni l'autre, là, maintenant, sur le coup, en faisant notre croix sur un bulletin de vote. Ça ne va pas changer immédiatement, donc on doit quelque part arranger notre vie individuelle ici, maintenant, pour pouvoir continuer à nous regarder dans le miroir le matin. Et c'est un peu ce questionnement-là qu'adresse Que faire, c'est-à-dire en 24 chapitres relativement courts et concrets, ce qu'on peut faire, en effet, en tant qu'individu, vivant à cette époque difficile de notre histoire, comment on peut s'organiser dans sa vie familiale, individuelle, sociale, professionnelle, esthétique, spirituelle, pour au moins soi-même, dans
son petit cadre à lui, ou à soi, vivre pleinement ces idéaux qui nous sont chers. Peut-être une dernière question. Quelle serait une question d'actualité? Quel serait un regard spenglerien sur l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine? Est-ce que déjà les États-Unis font partie de l'Occident au sens de Spengler? Oui, forcément, oui. La première phrase du déclin de l'Occident définit la civilisation occidentale comme étant la civilisation européenne nord-américaine. Donc pour Spengler, les États-Unis font partie intégrale de cette civilisation européenne, faustienne, occidentale, enfin dans sa terminologie Abendland, qui lui est chère. Et en effet, les États-Unis sont presque la caricature de cette civilisation faustienne. C'est là, évidemment, que tout ce que nous avons à la fois de bon et de mauvais s'exprime d'une manière presque exponentielle, si on le veut. Et ces élections-là, maintenant, montrent très bien la justesse de l'approche spegnerienne. J'ai écrit toute une série d'articles là-dessus, d'ailleurs, récemment, quand on voit le parallélisme avec le déclin de la République romaine au 1er siècle avant notre ère, on est vraiment dans les dernières années de cette République romaine. On est vraiment face à ce combat entre, d'un côté, les populares populistes, avec des personnages comme Catilina ou Claudius, tels que Donald Trump les représente relativement clairement. D'un autre côté, un establishment qui ressemble de plus en plus à Pompée le Grand, qui essaie de rassembler toutes les forces de l'élite pour contrer cette menace populares, avec néanmoins cette particularité que cette crise, elle est sans alternative. Les populares ne promettent pas non plus un vrai retour en arrière. Ils font partie de la même élite, ils font partie des mêmes problèmes. Donc tôt ou tard, que ce soit, et d'ailleurs ça se voit très bien dans la fin de la République, que ce soit des personnages comme Catilina, comme César, comme Pompée, plus tard Marc-Antoine ou Auguste, dans tous les cas, cette crise, elle est résolue d'abord par le désordre civil et puis finalement par l'autorité d'un seul. Maintenant, au fond, le seul choix qu'on a, c'est un peu la façade que ça va aborder. Est-ce que ça va être la façade d'une république restituée, comme chez Auguste, plutôt d'une monarchie, comme chez César, plutôt d'un genre de régime sénatorial, d'un consul sine collega, comme chez Pompée, un peu l'aspect plutôt populiste comme chez Catilina et ses tentatives aussi de renversement de l'État. Bref, on a différentes facettes, mais on va tous dans le même sens. Et d'ailleurs, l'alliance très intéressante d'ailleurs de Trump avec Elon Musk montre vraiment très bien qui sont les gagnants de tout cela. C'est-à-dire que maintenant, tout le domaine de l'économie, de ce que moi j'appelle d'ailleurs le socialisme des milliardaires, ces personnages-là ont très bien compris que la voie de gauche libérale n'était plus la seule, qu'il y avait cette autre voie, plutôt de droite, conservatrice, qui pourrait être intéressante aussi. Et donc, au fond, derrière ce combat entre des figures politiques comme Harris ou comme Trump, on a aussi un combat de différents systèmes d'élites qui sont en affrontement, qui chacun rivalise avec l'autre pour garder le pouvoir sur les finances, sur la technologie, sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça le combat qui se passe là en filigrane, avec comme la mise finale, le pouvoir sur l'ensemble de cet espace civilisationnel. Donc on rentre vraiment très clairement, me semble-t-il en tout cas, dans cette phase. Et vu de ce côté-là, quelqu'un comme Elon Musk est vraiment dans tout ce qu'il a de bien et de mal, a le personnage faustien par excellence, qui veut envoyer des hommes sur Mars, il contrôle les médias, il a cette personnalité exubérante, comme sorti tout droit d'un roman de Jules Verne, presque. Donc on est très 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 clairement dans ce que Spengler a décrit il y a une centaine d'années. Une question qui me vient là, mais qui nous ramène au système de Spengler et à sa méthode. Je l'ai lu il y a longtemps. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, il y a deux utilités possibles. Soit on peut le lire, comment dire, en ayant en tête l'utilité du système. Donc
avec une utilité presque prédictive. Et puis, ou alors, en fait, on peut le lire finalement, à côté de cette lecture macro, une lecture micro. Ou au contraire, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il restitue la cohérence d'une civilisation, justement, parce que finalement, tous ces aspects, que ce soit la façon de manger, la façon de bâtir une maison, la façon de produire, ont une cohérence en référence à l'image mentale qu'a une civilisation. Alors, de ces deux lectures possibles, laquelle vous semble la plus riche, la plus féconde, la plus pertinente, laquelle vous a le plus influencé, peut-être? Excellente question. Je pourrais me sortir maintenant du pétrin en disant les deux, évidemment, mais bon, c'est pas vraiment jouer le jeu. Mais c'est vrai, les deux m'intéressent, dans le sens que dans la plupart de mes publications, en tout cas connues du grand public, c'est évidemment la dimension prédictive qui est très présente, notamment dans le livre Défendre l'Europe et toute une série d'autres livres, notamment Le Déclin, où c'est en effet cette méthode-là, c'est-à-dire pronostiquer le futur sur base des parallélismes avec d'autres civilisations qui prime. Mais ce que les lecteurs savent peut-être un peu moins, c'est que moi-même je travaille depuis très 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 longtemps, moi-même, un genre de somme civilisationnelle que je présente d'ailleurs en tant que cours à l'ICS, où je présente en effet une vision révisée, corrigée du système spenglerien, parce qu'il y a toute une série de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui aussi. Et disons, dans mon temps libre, c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse. J'avoue que souvent, voir de mes propres yeux ce déclin de l'Occident se dérouler en gros comme ça a été prédit il y a une centaine d'années peut être très fatigant. Dans le sens que tous les jours, presque, enfin je ne vais pas paraître arrogant, mais je veux dire en ouvrant les actualités, je me dis, bah oui, forcément, je l'ai déjà dit il y a 10 ans, Spengler l'a déjà dit il y a 100 ans, donc en gros ça devient vite ennuyant. Hein, on est dans un genre de chronique d'une mort annoncée, et à la fin ça perd un peu de son intérêt, on se lasse un peu. Évidemment, je fais une grande partie finalement de ma vie sur cette question-là, qu'on me demande mon avis sur cette base-là, mais ça peut être assez lassant individuellement, alors que moi, d'un point de vue privé, ce qui m'intéresse encore plus, c'est d'appliquer cette méthode-là pour comprendre d'autres civilisations. Moi, j'avoue, quand j'ai du temps libre, je préfère de loin lire un livre sur l'architecture des jardins chinois que maintenant une énième critique de la décadence de l'Occident, même si c'est nécessaire et qu'il y a des premiers lecteurs qui ont besoin d'être éveillés. Mais après un certain temps, on a tout le temps envie d'être éveillé, et puis parfois, comme je disais, lire quelque chose sur les temples égyptiens, sur la philosophie indienne, peut individuellement permettre de grandir grâce à cette méthode-là, de découvrir aussi les limites de notre perspective d'Européens. C'est ça aussi qui, moi, personnellement, m'aide énormément, grâce aussi à Spengler. Il n'est pas le seul, hein. J'utilise le mot Spengler comme un genre de symbole, mais on peut lire Toynbee, même Giambattista Vico, même Hegel, avec un intérêt un peu comparable. Mais rien que le fait de se rendre compte des limites de notre civilisation, de découvrir qu'il y en a d'autres qui ont leur vision du monde totalement différente, mais qui, après un certain travail, évidemment, peuvent aussi être assez convaincants. Je trouve que ça permet une ouverture de perspectives individuelles que moi-même je trouve extrêmement enrichissante et finalement pour moi, je crois qu'en tant qu'individu avec ma propre aspiration spirituelle ou personnelle ou individuelle, c'est cette perspective-là, plutôt rétrospective si on veut, qui primerait. Merci David Engels. Avec plaisir, avec plaisir.